Bon, après Mélenchon, les mecs, le contraste, il va être différent, là. Bardella, est-ce qu'il va rentrer dans le fond du problème sur l'agriculture ou est-ce qu'il va encore faire du clientélisme? Tu vois? Zemmour, les journalistes, etc. parlaient de clientélisme de la part de Mélenchon envers les musulmans de France. Mais pourquoi les journalistes ne parlent pas de clientélisme envers le RN sur les paysans? On peut poser la question, est-ce que vous faites du clientélisme? Est-ce que Apolline de Malherbe pourrait poser ce genre de questions, les mecs? Eh oui. Merci Paul pour le sub, merci mon gars. Parce que pour moi, c'est du clientélisme, les mecs, hein, vraiment. Eh oui. Eh oui, eh Dans oui. l'après-midi, est-ce que vous soutenez l'initiative du siège de Paris? Eh oui. Moi, je soutiens les revendications qui sont celles de nos agriculteurs. Et en tant que responsable politique, mon rôle n'est pas tant de soutenir telle ou telle forme de contestation ou de rébellion ou de mouvement social tout simplement, mais d'apporter des réponses à ce qui apparaît comme la plus grande crise sociale de l'histoire de la Ve République, celle de la disparition de notre agriculture. Et nous entrons, je crois, dans une Mais il est en train de lire un texte ou c'est comment là? période trouble, où probablement va se rencontrer le désespoir d'agriculteurs qui luttent pour leur survie, qui luttent pour un dernier combat, puisque nous entrons dans une décennie critique, et le cynisme d'un gouvernement qui, depuis 7 ans, a accompagné, soutenu, voté l'ensemble des textes, au niveau français comme européen, qui mettent aujourd'hui notre agriculture aux portes de l'abîme. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Je voudrais quand même qu'on s'arrête sur certains points. Vous avez évoqué à l'instant sur ce blocage l'idée que vous n'êtes pas là, vous, pour dire quelle ou quelle forme. Moi, je veux bien, mais est-ce que vous condamnez dans ce cas-là l'idée d'un siège de Paris? Non, moi, je suis très clair. Je condamne toute forme de violence. Les manifestations pacifiques doivent pouvoir s'exprimer. Est-ce que c'est pacifique d'assiéger Paris? Jusqu'où vous allez avec le pacifique? Est-ce que, par exemple, l'idée d'assiéger Rungis, comme c'est évoqué par certains des coordinateurs? Non, je pense qu'il y a des revendications aujourd'hui. Il faut les régler. Si on ne règle pas ces revendications, alors il y aura des blocages de Rungis, de Paris, et nos agriculteurs continueront de se faire Ça veut dire que dans ces cas-là, vous comprendrez qu'ils aillent jusqu'à bloquer Rungis. J'essaye de comprendre la logique de votre formule. Écoutez, moi je suis parfaitement clair. Mon rôle, je ne suis pas syndicaliste, je ne suis pas agriculteur. Je suis touché comme des millions de Français par ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde agricole français. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui n'est pas seulement une révolte pour l'agriculture, pour une profession ou pour une corporation, c'est une révolte pour la France qui ne veut pas mourir. Ne vous inquiétez pas, on a le temps et on va parler justement du fond. C'est ce qui m'intéresse, parce que mon rôle, comprenez bien, mais là, il y a quand même une urgence. Il est 8h32, mais il y a une urgence, madame. Il y a un détracteur qui converge vers Paris. Marine Le Pen, hier, avait cette formule. Elle disait « Je suis pour que le gouvernement agisse ». Et si le gouvernement agissait, alors il n'y aurait pas de blocage. Mais avec des si, on peut mettre Paris en bouteille. Oui, avec des si, on peut mettre Paris en bouteille. Sauf qu'avec le si, on avait écouté le Rassemblement national depuis 10 ans sur la question agricole, comme sont en train de le dire aujourd'hui un certain nombre de responsables syndicaux, notamment de la coordination rurale. Notre agriculture n'en serait pas là. Parce que quand j'entends Gabriel Attal aujourd'hui faire des constats sur l'agriculture qui sont mot pour mot les constats que nous faisons depuis 10 ans, et précisément après avoir fait l'inverse s'agissant de M. Attal et de M. Macron depuis 7 ans, je me dis qu'il y a là une rencontre entre le désespoir de gens qui luttent pour leur, non plus pour vivre, mais pour survivre, et de l'autre, le cynisme. Moi, j'ai écouté Gabriel Attal, j'ai trouvé ça particulièrement malsain vendredi. Malsain, pourquoi? Mais parce qu'il vient dire l'exact inverse de ce qu'ils ont fait depuis 7 ans. Vous dites, et d'ailleurs vous avez publié ce matin une lettre que vous adressez aux agriculteurs. Vous avez cette formule, je la reprends. Les annonces de Gabriel Attal sont insuffisantes. Sa communication relève de la schizophrénie, tant elle est l'inverse de ce que le gouvernement a défendu depuis 7 ans. Madame, mercredi dernier, je suis député européen, en commission au Parlement européen. Les députés européens de M. Attal et de M. Macron ont voté, là, en ce moment même, en faveur d'un nouvel accord de libre-échange avec le Chili. Wesh, mais l'extrême droite et l'extrême gauche, ils sont pareils sur les... On dirait qu'ils se mettent d'accord au moins sur comment traiter les agriculteurs. Pas de libre-échange, ni avec le Chili, ni avec la Nouvelle-Zélande. Il faut revoir aussi avec les autres pays étrangers, avec l'Union Européenne. Au moins, ils se mettent d'accord là-dessus, les mecs, hein. Quelques semaines, il y a 10 ans, il y a quelques semaines, dans l'hémicycle du Parlement européen,
les députés européens de M. Macron et de M. Attal ont voté en faveur d'un accord de libre-échange. Mais moi, je dis la même chose que Mélenchon. Dont la Fédération de l'industrie, la Fédération française de l'industrie laitière, s'est alarmée à juste titre, non pas seulement des dégâts environnementaux que pourrait faire cet accord de libre-échange, mais de la concurrence déloyale directe que cela pourrait engendrer entre les exportations néo-zélandaises de lait en poudre et les importations sur le sol européen. Donc on ne peut pas soutenir la concurrence internationale déloyale. On ne peut pas voter en faveur de toutes les réglementations européennes d'écologie punitive qui créent une concurrence déloyale. Vous les accusez d'être schizo, vous êtes schizo aussi. Vous êtes schizo aussi. Quand on regarde sur la PAC, vous dites aujourd'hui que vous êtes contre la PAC, vous dites aujourd'hui qu'il faut sortir de la PAC, Absolument que la PAC tue les agriculteurs français. À qui ai-je dit cela, madame? Or, le 23 octobre 2020, à Strasbourg, vous avez voté pour la PAC. Oui, alors, où est-ce que vous m'avez entendu dire qu'il fallait sortir de la PAC? Vous avez dit que la PAC, aujourd'hui telle qu'elle était, tuait les agriculteurs français. Non. Ah bon? Sauf que la PAC, telle qu'elle est aujourd'hui, vous l'avez votée. Oui. Avez-vous voté pour la PAC, oui ou non? Mais j'ai voté pour bien sûr que j'ai voté pour la politique agricole commune, parce que précisément, donc je sais pas que vous sortez ma citation, qui est en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Merci. Donc la politique agricole commune d'il y a 5 ans n'est pas la politique agricole qui a été votée il y a quelques mois sous l'influence. Non, c'est pas il y a quelques mois. C'est le 23 octobre 2020. Oui, et qui prévaut 21 et qui prévaut jusqu'en 2027. Et qui est en action depuis le 1er janvier. Merci. Et qui prévoit précisément, qui légalise le principe d'aide directe de la part des États. Je ne suis pas contre la politique agricole commune. Je dis aujourd'hui que nous donnons beaucoup trop d'argent à l'Union européenne. La PAC, c'est 1/3 du budget de l'Union européenne. Je souhaite qu'on puisse baisser cette contribution au budget de l'Union européenne pour flécher directement ces aides vers l'économie réelle et vers l'économie française. Votre vote je dis une chose, était madame. le même que celui des députés macronistes. Vous avez voté ensemble. Mais madame, le sujet n'est pas la politique agricole commune. Ah bon? Le sujet, c'est les accords de libre-échange. Le sujet, c'est le Green Deal. Le sujet, c'est le pacte vert. Je pense, et ça sera l'un de mes 2 grands sujets aux élections européennes, qu'il y a 2 grandes menaces qui planent aujourd'hui sur la France et qui sont décidées à Bruxelles. Le pacte pour les migrations, qui prévoit d'accélérer la submersion migratoire en Europe, et le pacte vert, qui précisément entraîne les conditions d'une décroissance de l'Europe. Cette stratégie de la ferme à la fourchette, qui a été défendue par la Commission européenne. Et vous avez voté contre. Là-dessus, merci. Il y a eu également un vote. Ce vote-là, vous avez voté contre. Merci. Soutenu par Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Elle prévoit précisément la baisse de 10% des surfaces cultivables en Europe, la baisse de 15% de la production de viande, avec évidemment le contre-coup d'une augmentation du coût de l'alimentation, d'une augmentation de nos importations, une baisse de nos exportations, et à l'évidence, la mort et la fragilisation de l'agriculture française. Donc l'écologie, oui, l'écologie punitive, non. Or, aujourd'hui, à chaque fois qu'on ouvre nos marchés dans le cadre du libre-échange, on est incapable d'imposer des clauses miroirs. Moi, je souhaite le patriotisme économique, je souhaite l'exception agriculturelle et je souhaite précisément des clauses miroirs, c'est-à-dire que on ne peut pas... Jure, exception agriculture, réel, la même expression que François Ruffin, les mecs, hein. Exception agriculturelle, ressortie par François Ruffin la semaine dernière. Ils se rejoignent, les mecs, ils se rejoignent, attention. C'est-à-dire concrètement qu'on ne peut pas importer sur le sol français et au sein du marché commun des produits qui ne respectent aucune des normes qui sont imposées aux agriculteurs français. Je veux dire, on impose aujourd'hui aux agriculteurs français des normes économiques, sociales, environnementales, toujours plus lourdes, toujours plus difficiles, et en même temps, les produits qu'on fait venir sur le sol européen ne respectent aucune de ces normes et n'ont aucune obligation de respecter ces normes. Comment voulez-vous que les gens en France qui produisent, qui vivent avec passion du métier d'agriculteur puissent être compétitifs? C'est une folie. Et je dis que quand le gouvernement, quand messieurs Macron et Attal viennent faire ces constats que nous faisons depuis 10 ans, mais ont précisément accompagné l'ensemble de ces mesures de décroissance agricole au niveau français et au niveau européen, je me dis qu'il y a là non seulement une schizophrénie, un cynisme, mais que c'est extrêmement malsain. Moi, je ne me résous pas à voir disparaître notre agriculture. Je pense que l'agriculture a forgé notre pays, a façonné nos territoires et que de notre capacité aujourd'hui à protéger notre agriculture et à être autonome sur le plan alimentaire dépendra dans les prochaines années notre capacité à demeurer un pays libre et un pays puissant. Mais vous-même, vous avez aussi, quand je dis vous-même, c'est le RN. Quand on regarde précisément ce qu'il y avait dans vous écrivez une citation que je n'ai pas dite. Ce qu'il y avait précisément dans le programme de Marine Le Pen. Aujourd'hui, vous dites, et on l'entend bien, qu'il faut une agriculture libérée des normes excessives ou avec au minimum moins d'entraves environnementales. Je dis une chose. Dans le programme de Marine Le Pen,
Elle avait promis aux agriculteurs et agricultrices, je cite, une aide au maintien de la biodiversité sur des exploitations qui permettent le maintien ou la restauration des haies, des surfaces humides, des bois et des bocages. C'est exactement ce qu'il y a dans les textes qui sont aujourd'hui imposés et que vous voudriez lever. Mais madame, non. Avez-vous évolué ? Avez-vous évolué ? Madame, vous savez combien il y a de réglementations aujourd'hui sur une haie ? 14. 14. Bon. Comment voulez-vous qu'on soit compétitif ? Comment voulez-vous que nos agriculteurs, qui sont aujourd'hui tiraillés entre une économie nationale surrégulée 14. et un marché international dérégulé, puissent être compétitifs? Les agriculteurs français, ils ne veulent pas vivre d'aide permanente. Ils veulent pouvoir vivre de leur travail. Ils veulent un prix de rémunération et un prix de production qui leur permettent précisément de vivre de leur travail. D'ailleurs, les gars, petite anecdote, Éric Ciotti, donc président des LR, suggère un salaire minimum pour les agriculteurs de 1500 € net par mois. Voilà. C'est son idée. Il aimerait un salaire minimum de 1500 € par mois net. Voilà. Ça aurait pu être plus quand même, monsieur, hein, au lieu de se baser uniquement sur le SMIC. Ça aurait pu être basé sur beaucoup plus quand même. Hein. Et qui paye? Ah, ça c'est une question qu'il faut lui poser. Hein. Je ne sais pas qui va payer, mais faut lui poser la question. Un prix plancher, mais ce prix plancher, il viendra précisément d'abord des contrôles qui sont faits dans le cadre de la loi Egalim. Et lorsque le Premier ministre Gabriel Attal, qui était avant au budget, vient nous dire aujourd'hui qu'il s'aperçoit qu'il y a précisément des entreprises, de la grande distribution, des grands industriels qui ne respectent pas la marge et la rétribution qui est nécessaire aujourd'hui aux agriculteurs dans le cadre de la répartition des coûts de production, eh bien, pardon, mais c'est hypocrite. Parce que ça fait des mois que nous savons que les gros industriels se gavent et qu'il fallait mettre en place ces contrôles bien plus tôt, premièrement. Et deuxièmement, nos agriculteurs seront compétitifs si on les protège de la concurrence internationale déloyale. Et je formule une autre proposition, c'est le patriotisme économique. Je pense que dans la commande publique, les boîtes françaises, Le patriotisme économique, c'est pas dans les programmes de Marx. On n'est pas dans le communisme de Marx, les amis, là, le marxisme. Le patriotisme économique. Bardella, communiste peut-être. On met cette question de côté, les amis. Hein. Par pitié, non. Vous êtes contre le communisme, le chat? Vous voulez pas d'un communisme 2.0, le chat? C'est la même chose que Trump. Ah bah Trump, lui, il est vraiment à fond dans le patriotisme économique, bien sûr. Hein. Après, les États-Unis, c'est pas la même taille que la France, les amis. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Un communisme digital. Comment ça, un communisme digital? Les agriculteurs français doivent avoir une priorité. Un exemple. Aujourd'hui, dans la restauration collective, c'est-à-dire dans les cantines des collèges, des écoles, des lycées, 2/3 du bœuf qui est servi dans les cantines, qui est consommé, est d'origine importée. Et pendant ce temps-là, notre filière bovine est en train de mourir. Moi, je souhaite qu'on inverse cette tendance et qu'on puisse prioriser les productions françaises parce que c'est gage de qualité dans la commande publique. Toutes les grandes puissances prioriser dans qui la marchent dans la mondialisation Jordan arrivent Bardella, à se protéger. vous dites je veux qu'on priorise l'agriculture et la production française, sauf que vous l'avez bien entendu, il y a un certain nombre de parents qui n'ont même plus les moyens de payer la cantine des enfants. Vous avez dans le même temps le problème de l'inflation. Si vous voulez absolument avoir de la viande française, est-ce que vous ne redoutez pas que ça fasse monter les prix de la cantine des enfants? Madame, comment vous faites? Elle a pas tort, hein. Elle a pas tort, elle a pas tort. On réussira le pari du patriotisme économique. Non, madame. On réussira le pari du patriotisme économique. On réussira à faire en sorte que la viande française, que les productions françaises soient à des coûts raisonnables. Et ils sont bien souvent à des coûts raisonnables, notamment quand ils sont servis du producteur au consommateur. Il faut encourager les circuits courts dans l'économie française. La viande qui a un prix raisonnable, là, monsieur, je sais pas, ça fait combien de temps que t'as pas fait tes courses, Bardella? Mais la boîte de steaks, les steaks français que j'achète, qui sont à 8 €, 9 €, bon... Alors qu'avant l'inflation, je le payais 5 € ou 6 € la boîte, mon gars, je sais pas comment tu vas te démerder, hein. Si on arrive à se protéger de la concurrence internationale déloyale. Parce que comment il fait, hein? Si dans la décennie qui vient, l'agriculture française meurt et disparaît, alors nous ne serons plus un pays libre et nous serons
totalement dépendants du marché mondial, des coûts mondiaux, de l'hyperinflation mondiale et de produits qui précisément sont faits dans des conditions sanitaires et environnementales qui sont beaucoup plus faibles et dans des standards beaucoup plus faibles que ceux de l'agriculture française. Non mais d'accord, en gros le mec il lance une pièce. Là littéralement on est sur BetClick. Le mec il est convaincu que s'il y a du patriotisme économique, si on a uniquement des viandes françaises, il est persuadé que les prix vont être raisonnables. C'est une pièce. Il lance une pièce et bonne chance. Mais il est fou quoi, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique bordel. On fait pas de la politique sur des paris sportifs, genre c'est... T'en sais rien, genre, tu n'en sais rien. De l'élevage, je reviens au programme de Marine Le Pen, il faut toujours en revenir à l'original. Il y avait un chapitre entier qui était lié à la protection des animaux. C'était d'ailleurs beaucoup plus qu'aucun autre parti, aucun autre candidat ne l'avait fait, hormis peut-être les écolos justement. Aucune violence, je cite, aucune violence, aucun acte de cruauté, aucune angoisse ne doit être infligée aux animaux de manière gratuite. Comment vous vérifieriez et est-ce que franchement vous pensez qu'aujourd'hui les agriculteurs vous suivraient là-dessus ? Mais les agriculteurs sont parfaitement prêts à faire l'ensemble de ces efforts. Et ils sont précisément prêts à faire l'ensemble de ces efforts s'ils ont en face d'eux des responsables politiques qui viennent leur dire qu'à partir de maintenant, on n'ira pas jusqu'en Nouvelle-Zélande à 18 000 kilomètres pour faire venir de la viande ou pour faire venir de la poudre de lait qu'on peut trouver à côté de chez soi. C'est ce paradoxe qu'ils ne comprennent pas. Et ils ne comprennent pas d'être surcontrôlés. Je veux dire, on envoie l'Office français de la biodiversité, on envoie, les Français doivent le savoir, des gens armés aujourd'hui sur les exploitations agricoles pour contrôler les agriculteurs comme si les agriculteurs étaient des voyous ou des délinquants. Qu'ils sont armés, pas pour... Armés ? Genre armés... Attends, quoi ? L'Office pour aller contrôler les agriculteurs, ils viennent armés ? Ah bon ? Pour mettre en joue l'agriculteur, mais parce qu'on le sait bien et on s'en souvient, il y a eu des terribles faits divers où parfois des agriculteurs à cran s'en étaient pris aux contrôleurs. Oui, d'accord. Laissons-les vivre. Il ne faut pas non plus laisser entendre qu'ils arrivent. Mais dans le même temps, il y a un agriculteur sur... Non mais d'accord, mais dans le même temps, il y a un agriculteur sur 2 qui se suicide tous les 2 jours et c'est un drame. Tout à fait, mais c'est quoi le rapport avec agriculteur qui se suicide et un mec qui fait du contrôle ? C'est quoi le rapport ? Là, il est parti, mais il est très nul dans son interview, Bardella. Très nul. Genre, pourquoi là, il parle des suicides, là ? Laissons-les vivre, laissons-les respirer. Simplifions au maximum de ce que nous pouvons simplifier les normes. Qu'il y ait des contrôles, il doit y en avoir. Moi, je souhaite que les contrôles soient faits par des agences sanitaires françaises et non pas par des agences sanitaires européennes dans lesquelles je n'ai pas grande confiance et beaucoup de nos agriculteurs non plus. Donc, on peut respecter la condition animale, on peut respecter le bien-être animal, mais tout ça peut se faire sereinement, calmement, dans le cadre du marché commun et en développant les circuits courts et non pas en allant chercher des bêtes à 18 000 km d'ici dans des conditions qui respectent aucune des normes. Vous êtes toujours pour l'interdiction d'ailleurs de l'abattage rituel, quel que soit le rite ? Je suis... oui, moi je suis favorable à l'étourdissement préalable. Je pense qu'on doit mettre en place aujourd'hui... Ça veut dire qu'il faudrait l'interdiction du halal, du kasher en France ? Non, il faut rendre l'étourdissement obligatoire, l'étourdissement préalable, obligatoire pour la viande qui est abattue sur le sol français. Évidemment, on pourra importer des produits. Mais il n'y aura plus aucun produit viande française pour le halal ou pour le kasher. On demandera, par respect pour la dignité animale et pour la condition animale, un étourdissement préalable. Ça se fera dans une discussion. Il y a pas une petite forme d'hypocrisie, c'est-à-dire que là, vous êtes pour l'importation. Ça se fera dans une discussion. Vous savez que la question des cultes est une question très particulière. Ça se fait dans beaucoup de pays européens. Ça se fait notamment en Belgique. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer les Belges peuvent le faire, et nous, on peut la manger en France. Mais on peut que l'importer. Non, mais il y a une forme quand même un peu d'hypocrisie là-dessus. Vous m'interrogez, je vous réponds. Je suis. Tout à fait. Ça se passe comment pour vous les musulmans et les Jews, comment ça se passe ? Ça se passe comment ? Genre, vous étourdissez les animaux ou pas ? Le mouton, il est étourdi ou pas, les gars ? Qu'est-ce qui se passe ? Il est bloqué par le kasher, je te jure. Vous étourdissez pas l'animal. Si vous l'étourdissez, les mecs, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, vous l'égorgez, merci les gars, je sais que vous l'égorgez, tchac, comme ça. Mais il a parlé d'étourdissement préalable. Préalable, donc avant l'exécution de l'animal, genre il parle d'étourdissement préalable. Si on étourdit le mouton et ensuite on l'égorge, ça marche pas comme ça alors. Tchac. Pourquoi vous faites des bruitages là ? L'étourdissement, je crois qu'ils parlent du pistolet, les mecs. Les pistolets sur... Ils mettent, je crois, je suis pas sûr les mecs, hein. Ils mettent le pistolet sur le front de l'animal qui touche le cerveau et ça l'étourdit, genre. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, les gars. Je crois que c'est ça. C'est ça ? Ok. Du coup, ça marche pas, alors. La bête doit être consciente.
Ah ouais, le monde est méchant quand même, hein. La bête, elle doit être consciente qu'elle doit crever, genre le... Ah ouais, c'est... C'est violent quand même. Putain, c'est... Tchac, comme on est dans Splinter Cell, hein. Comme on est dans Splinter Cell, les gars. Ok, ok. Le monde est méchant, ouais. Moi, je ne juge pas, les gars. Hein. Le monde est méchant. Hein. Moi aussi, je mange de la viande, les mecs, hein. Force à vous, les véganes, hein. Je suis désolé, les gars. Hein. C'est moins pire, elle souffre pas. Je peux aller vérifier si tu mens ou pas? Genre, est-ce que je peux taper sur internet mouton égorgé, nanani, si là... On peut vérifier si... Je peux ou... Ah, je vérifierai pas, wesh. Je tape quoi? Je tape jugulaire? Vas-y, attends, je vais voir ça. Là, je vais devenir vegan ce soir, les gars. Vous me faites voir des trucs sur internet, les mecs, je vais être vegan. Tape quoi? Mouton jugulaire, c'est ce qu'il m'a dit? Et je crois que c'est même pas disponible sur YouTube. En fait, c'est... Ouais, yo. Ok, on va éviter, en fait. Non, on va éviter. Ah, putain, je vais aller manger après, en plus, wesh. On va éviter. Ouais, on va éviter. Vas-y, tu sais quoi, je vais demander à ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT qui va trancher. Comment je pourrais poser la question? Attendez, je réfléchis. Comment je pourrais poser la question à ChatGPT? Attends. C'est quoi l'autre méthode pour... C'est quoi l'autre méthode pour tuer la bête sans la faire souffrir? Est-ce que l'abattage rituel fait souffrir l'animal? Oh, ouais, tout simplement. Hop là. Attends. Tac, copier, coller. Ma question, elle était tellement débile. Merci de m'avoir fait une passe. Hein. L'abattage. Par contre, je vais corriger tes fautes d'orthographe parce que putain, c'est une souffrance pour mes yeux. Hein. Il y a peut-être une souffrance animale, mais il y a une putain de souffrance pour mes yeux, frère. Oh là là, attends, je dois corriger toutes les fautes, frère. Souffrir l'animal. Oh là là. Yo. Tac. L'abattage rituel, aussi connu sous le nom de l'abattage halal ou kasher, implique des méthodes spécifiques conformes aux prescriptions religieuses. Ok. Les partisans de l'abattage rituel soutiennent que la méthode est conçue pour minimiser la souffrance de l'animal. Ils affirment que la découpe précise des vaisseaux sanguins du cou provoque une perte de conscience rapide, minimisant la douleur. Cependant, certaines critiques émettent des préoccupations quant à la possible souffrance des animaux lors de cette procédure. Des études scientifiques ont examiné différentes méthodes d'abattage, y compris celles utilisées dans l'abattage rituel, et ont parfois conclu que certaines méthodes pourraient causer une détresse ou une douleur supplémentaire par rapport à d'autres méthodes. Ok. ChatGPT qui veut pas se mouiller, hein. En fin de compte, la question de savoir si l'abattage rituel fait souffrir l'animal est complexe et controversée. Il veut pas répondre, hein. Il veut pas se mouiller. Attention. Ah là 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 là. On a un streamer lisse, hein. Le ChatGPT, c'est littéralement un streamer lisse. Ok. Très soucieux de la dignité animale. En France, mais pas en Belgique. On peut la consommer, quoi. C'est la Suisse, ChatGPT, hein. C'est la Suisse. Précisément, demande l'étourdissement préalable. C'est précisément ce que nous proposons. Une distinction de normes, exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le refus habituellement d'importer une viande qui ne respecterait pas les mêmes normes que celles qu'on impose en France. Là, en l'occurrence, vous feriez une exception pour la viande rituelle. Il y a un attachement chez certains, chez personnes qui pratiquent une religion, à consommer de la nourriture halal ou kasher. Moi, je souhaite l'étourdissement préalable pour la viande qui sera abattue sur le sol français. Là encore, ça fera l'objet d'une discussion avec les cultes, mais je crois que... pardon, on ne va pas réduire le problème de l'agriculture aujourd'hui à la question... Bon, mais c'est intéressant quand même, bien sûr, non, mais bien sûr, bien sûr, et je vous réponds. Il ne reste pas moins aujourd'hui que notre agriculture est en danger de vie ou de mort, et que tout ce que pourra faire le gouvernement français résoudra 10% du problème. Alors revenons quand même aux annonces, parce que 90% justement du problème se situe à Bruxelles. Bruxelles décide et ce sont les Français qui subissent. Putain, fais chier, il a raison, hein. Fais chier, hein. C'est Bruxelles qui décide, hein. Il répète un peu ce que je dis, Bardella. Hein. C'est bizarre d'être d'accord avec lui. Bon, après, tu me diras, l'extrême gauche fait pareil. Ils disent pareil. Ils disent que tout ce qui se passe,
c'est Bruxelles qui décide. Donc au niveau français, je ne sais pas comment Macron va nous sortir de la crise, mais... Et bonne chance, précisément, hein. moi, j'appelle l'ensemble des Français à utiliser les élections européennes, ça tombe bien, c'est dans 5 mois, pour se faire entendre et envoyer à Bruxelles et à Strasbourg un maximum de députés européens patriotes qui défendront l'intérêt de nos nations et de notre souveraineté. Gabriel Attal a donc été devant les agriculteurs. Alors, il a dit depuis qu'il reconnaissait ne pas avoir répondu à toutes les revendications, mais il y a quelques points qui ont été accordés. L'annulation de la hausse sur la taxe GNR, d'accord, pas d'accord? D'accord, nous le réclamons depuis plusieurs mois. Nous avons été le seul groupe à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je vous rappelle que sur le vote, sur la motion de censure à la suite du 49.3 sur le budget, nous avons été le seul groupe à mettre précisément cette mesure dans la balance. Putain, hier, les gars, j'étais au restaurant à Jew City. Est-ce que vous connaissez la ville de Jew City? J'ai mangé dans un restaurant, il était dégueulasse. Hein. J'ai payé cher le resto. Hein. Jew City, mec. Exactement, ville juif. Jew City. Voilà, c'est... Donc évidemment que ça va dans le bon sens. Sanctions plus lourdes à l'égard des entreprises qui ne respectent Jew pas la loi. City, mec, ville juive. Eh ouais, mec. Une aide d'urgence, 50 millions pour la filière. Mais attendez, madame, je vous arrête. Les mesures qui ont été annoncées sont des mesures qui vont dans le bon sens. Vous auriez dit d'accord pour toutes, quoi. En gros, ça vous c'est un resto brésilien, les mecs. Donc c'est pas parce que c'est Gabriel Attal que je vais vous dire que je suis en désaccord avec lui. D'ici la fin de la semaine. Mais qu'il aille devant les institutions européennes. Voilà, et qu'il aille dire à le ministre la de présidente... l'Agriculture a rendez-vous à Bruxelles demain pour tenter d'assouplir la règle sur les jachères. Je ne suis pas certain que le ministre de l'Agriculture ait énormément de poids. Probablement le président de la République est de sa responsabilité aujourd'hui que d'aller devant les institutions européennes, d'aller devant Madame van der Leyen et de lui dire qu'à partir de maintenant, il entend faire respecter les intérêts français. Et que tant que l'Allemagne, dans l'ensemble des accords de libre-échange qui sont négociés, fera peser de tout son poids pour qu'elle puisse continuer à exporter des voitures allemandes au détriment de l'agriculture française, eh bien Emmanuel Macron fera la chaise vide. Voilà, c'est ça défendre les intérêts français. Il a abandonné pour vous les agriculteurs, Emmanuel Macron. Il fait la chaise vide. Il n'est pas... Mais comme M. Attal, puisqu'il signe précisément depuis 7 ans toutes les mesures qui conduisent aujourd'hui nos agriculteurs à descendre dans les rues. Enfin, on ne peut pas les défausser de leurs responsabilités. Ils sont responsables de cette situation-là. Et moi, je viens dire qu'en changeant la politique, on peut faire différemment. Et je n'entends pas laisser sacrifier l'agriculture française au détriment des intérêts allemands. Jordan Bardella, la grande distribution tente, semble-t-il, de contourner la loi et notamment la loi Egalim en déplaçant les négociations commerciales hors de France, avec des centrales d'achat à l'étranger, parfaitement. Au Portugal, en Belgique. Est-ce qu'il faut interdire à nos entreprises de grande distribution françaises de vendre des produits qu'elles auraient négociés autour de la France? Je crois qu'il faut mieux contrôler dans un premier temps. Parce que le problème aujourd'hui n'est pas qu'il manque une loi, c'est que la loi n'est pas appliquée. Et quand on vient dire... on a détecté 3 industriels qui ne respectent pas la loi Egalim, c'est qu'il y en a en réalité plusieurs et que le gouvernement est parfaitement au fait de cela. Donc le principe de la loi Egalim qui visait à une meilleure redistribution de la marge, notamment pour les agriculteurs, allait incontestablement dans le bon sens. Mais force est de constater que cette loi n'a pas été respectée, qu'elle n'a pas été appliquée et qu'on laisse en réalité au marché la capacité de fixer le prix de production qui généralement va très peu dans la poche des agriculteurs. Donc l'État doit être arbitre, l'État doit contrôler et une fois qu'on aura fait ces contrôles, on pourra se poser et discuter sereinement de l'efficacité de cette loi, bien sûr. Gabriel Attal prononcera donc demain sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en attendez? C'est demain. On est le 30 demain. Voilà, qu'il annonce que la France fera d'abord primer ses intérêts. Le pacte vert, le Green Deal, comme on dit, qui a donc été décidé par l'Union européenne. Bien sûr, qui est le bras armé de l'écologie punitive, à la stratégie de la ferme à la fourchette, qui prévoit précisément la mort de notre agriculture dans les 10 prochaines années. Il y a un agriculteur sur... Ils disent pas la mort de l'agriculture, il faut quand même traduire. Ils disent effectivement une forme de décroissance pour l'agriculture. Exactement. Et ben moi, je suis en désaccord avec cela. Et je pense précisément que M. Attal et M. Macron seront jugés dans les prochains mois sur leur capacité à défendre notre souveraineté. Et vous ne jugerez que là-dessus, Gabriel Attal? C'est en tout cas l'urgence du moment. On pourrait aussi parler des droits de succession. Il y a un agriculteur sur 2 qui arrive en retraite dans les 10 prochaines années. La fiscalité aujourd'hui assommante est devenue un mur. Je pense qu'il faut libérer les agriculteurs des droits de succession. Tous, quel que soit, grosse à la condition, à la condition qu'ils s'engagent précisément à conserver l'exploitation agricole durant 10 ans. Notre modèle est aujourd'hui en danger.
on peut le sauver, mais il faut en avoir la volonté politique. Donc, et la je dis aux FNSEA Français doit qu'on être ne un réglera interlocuteur. pas. Je dis aux Français qu'on ne réglera pas les problèmes du pays avec ceux qui les ont créés. Vous avez beaucoup critiqué et pointé du doigt la FNSEA ces derniers jours. Est-ce que c'est encore un interlocuteur crédible à vos Je yeux? n'ai absolument rien dit s'agissant de la C'était le cas, de la de Marine FNSEA. Le Pen. Hein. Elle a critiqué la position de la FNSEA lors de ses vœux. Moi, en tout cas, la FNSEA, sans doute pour des raisons légitimes, la FNSEA, en tout cas ce matin, appelle à poursuivre la mobilisation. Tous seront des interlocuteurs. La coordination rurale, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, tous seront, parce qu'on est tous dans le même bateau, on se bat tous pour la même cause, la survie de l'agriculture française et la défense de notre souveraineté alimentaire. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les soutiendrez-vous? Le leader des jeunes agriculteurs ce matin disait qu'il envisageait un siège jusqu'au minimum la fin de la semaine, mais lui-même reconnaissait ne pas maîtriser tout à fait. Mais je défendrai toujours nos agriculteurs et notre agriculture. Voilà. Moi, Mais j'ai une ligne rouge. Ce sont les violences. Voilà. Or, aujourd'hui, les agriculteurs ne sont pas dans cette logique, contrairement à d'autres mobilisations qu'on a pu connaître par le passé. Ils sont pas dans cette logique, hein. On a vu des préfectures brûlées et tout, mais pas dans cette logique, hein. Bizarre. Je ne crois pas qu'ils aient l'intention, contrairement à ce qu'on a pu lire à droite ou à gauche, de s'en prendre aux bâtiments publics ou aux forces de l'ordre. Et en tout cas, ils se battent pour leur survie. Et ils se battent dans un dernier combat pour ces 10 ans qui vont déterminer probablement ce que deviendra la puissance française dans le 21e siècle. Vous pourriez déposer une motion de censure après le discours de politique générale de Oui, bien Gabriel sûr, Attal. mais d'abord, je ne vais pas censurer a priori, je suis un démocrate. Par conséquent, j'écouterai Gabriel Attal et le Rassemblement national se décidera à l'issue. En tout cas, il y a des urgences aujourd'hui, le pouvoir d'achat, la défense de notre souveraineté agricole, la sécurité et l'immigration. Ces sujets-là sont hors de contrôle aujourd'hui. Jordan Bardella, je vous en prie. la décision du Conseil constitutionnel qui a donc censuré une grande partie de la loi immigration que vous aviez votée, dont vous aviez estimé que c'était une victoire idéologique. Est-ce que vous reconnaissez la décision du Conseil constitutionnel? Je la reconnais parce que je suis républicain. Mais je considère que les juges ne font plus du droit mais de la politique. Et que lorsque on considère par exemple que le durcissement des prestations sociales, des conditions de versement des prestations sociales versées aux étrangers ne relève pas, on appelle ça un cavalier législatif, en gros, ne relève pas de la loi immigration, on fait plus du droit, on fait de la politique. Et lorsque j'entends le président du Conseil constitutionnel sortir de sa réserve, donner une interview à vos confrères de France Inter et en somme faire de la politique, il sort de l'esprit des institutions et il viole précisément la mission qui est la sienne, qui est d'être celle du garant des institutions. Quand on est le président de l'autorité suprême en France et qu'on fait de la politique, on sort de son rôle, on sort de sa réserve, c'est extrêmement grave. Et moi, je souhaiterais effectivement que le Conseil constitutionnel se charge, comme c'est précisément son rôle et comme c'est écrit dans la Constitution, de s'assurer du bon fonctionnement de l'État et de ne pas faire de politique. Ça veut dire dans ces cas-là qu'il faudrait sortir Laurent Fabius du Conseil constitutionnel. En tout cas, je trouve que il a commis une faute en sortant de sa réserve et cette décision vient confirmer que le seul moyen pour permettre aux Français de reprendre le contrôle de l'immigration, c'est encore une fois le référendum et la révision constitutionnelle que nous prenons. Et je note que sur ce sujet, comme sur le sujet de l'agriculture, les analyses qu'ont fait le Rassemblement national depuis de longues années se sont avérées justes. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, tête de liste RN pour les élections européennes. Un grand sourire, hein. Il a cru la dette sang. Hein. Grand sourire, hein. Grand sourire. Bon,